Il n'avait jamais imaginé que ce serait un jeudi froid de juin, avec un ciel bas et gris sur Paris, les platanes mouillés de la rue de Rivoli projetant des reflets sombres sur le pavé. Antoine Morel avait signé des contrats à 200 millions d'euros avec moins de formalités qu'il n'en avait mis à nouer sa cravate ce matin-là. Une cravate gris anthracite, parfaitement ajustée, sur une chemise blanche sans un pli. Son reflet dans la vitre de la voiture lui renvoyait l'image d'un homme prêt. Prêt à quoi exactement? Il refusait de se le demander. Armand, son chauffeur depuis 11 ans, n'avait pas prononcé un seul mot depuis le 16e arrondissement. Il connaissait les humeurs de son patron comme les contours d'une carte qu'il aurait étudiée toute sa vie. Ce matin-là, le silence dans la berline noire avait une texture particulière, pas le silence ordinaire du trajet vers le siège social du groupe Morel, mais quelque chose de plus lourd, de plus immobile, comme l'air avant l'orage. Antoine regarda défiler les façades haussmanniennes sans les voir. Il pensait à son père, à Bernard Morel, qui avait passé ces 3 dernières semaines dans une chambre du 4e étage de l'hôpital Lariboisière, avec des tubes fins courant le long de ses avant-bras brunis par des décennies de chantier. Bernard n'avait pas construit un empire. Il avait construit des routes, des immeubles de banlieue, des parkings souterrains, des choses utiles, concrètes, qui duraient. Et sur son lit de mort, avec la voix d'un homme qui savait compter ses mots parce qu'il n'en avait plus beaucoup à dépenser, il avait dit une chose à Antoine: « Règle la dette des Dubois, marie-toi avec la fille, fais le bien, pas une supplique, pas une demande, une instruction de chantier, délivrée avec la même économie de geste que toute une vie de labeur. » Antoine avait dit oui. Parce qu'on ne dit pas non à un homme en train de mourir, parce qu'on ne dit pas non à son père. La mairie du 1er arrondissement était un bâtiment que Antoine connaissait de vue depuis toujours, sans jamais y être entré. Le hall sentait la vieille pierre et le désinfectant. Une femme en uniforme marine les guida vers la salle des mariages civils avec l'efficacité neutre d'une employée qui en avait vu des centaines. 12 chaises pliantes en métal avaient été disposées en 2 rangées de 6. 11 d'entre elles étaient occupées, des gens qu'Antoine reconnaissait à peine, des collaborateurs qui avaient jugé la présence obligatoire, un cousin éloigné, la comptable de la Graphica Dubois, qui tenait son sac à main serré contre elle comme si elle avait peur de prendre trop de place. La 12e chaise restait vide. Elle était destinée à Madame Bernadette Dubois, qui était arrivée 20 minutes plus tôt et qui ne s'était pas assise, préférant rester debout près de la fenêtre, les mains jointes devant elle, regardant le ciel gris comme si elle y cherchait une réponse que personne d'autre n'avait songé à demander. Antoine la vit entrer à 10h moins 5. Camille Dubois portait une robe blanche simple, à manches courtes, avec une encolure droite et une coupe qui ne cherchait pas à impressionner. Il apprit plus tard qu'elle l'avait acheté 29 € dans une boutique d'Aubervilliers, un samedi matin, seule. Elle n'avait pas de voile, pas de fleurs, pas de chignon élaboré. Ses cheveux châtains étaient relevés en une torsade discrète, avec quelques mèches échappées sur les tempes. Elle marchait avec les mains le long du corps, les doigts légèrement écartés, comme si elle devait se rappeler à chaque pas de ne pas les serrer en poing. Antoine la regarda une seconde, 2 peut-être, puis reporta les yeux sur l'officier d'état civil, qui arrangeait ses papiers derrière son pupitre. Il ne saurait pas dire, ce matin-là, de quelle couleur étaient ses yeux. Il ne chercha pas à le savoir. La cérémonie dura 22 minutes. Les formules légales furent prononcées avec le débit mécanique d'un texte récité pour la 1000e fois. Il dit oui, elle dit oui. Ils signèrent les registres l'un après l'autre, stylo bic bleu que lui tendit l'officier. La main de Camille, Antoine le remarqua sans le vouloir, était froide quand leurs doigts se frôlèrent brièvement autour du stylo. Froide comme le métal d'une poignée de porte en plein hiver. Elle signa avec une écriture serrée, penchée vers la droite, celle de quelqu'un habitué à remplir des formulaires importants, avec la conscience que chaque case engage quelque chose de réel. Madame Bernadette, près de la fenêtre, porta la main à sa bouche un instant. Puis, elle baissa les yeux. Il n'y eut pas de repas, pas de champagne.
Antoine avait un appel avec les actionnaires à 14 heures et une réunion de chantier à Nantes le lendemain matin. Les invités se dispersèrent dans les 5 minutes suivant la sortie de la mairie, avec la discrétion légèrement gênée des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils sont venus fêter. Camille embrassa sa mère sur le parvis, longuement, le visage enfoui dans le cou de la femme plus âgée qui lui murmura quelque chose que Antoine n'entendit pas. Puis, elle se tourna vers lui. Il lui serra la main, pas par froideur calculée. Il ne sut tout simplement pas quoi faire d'autre. Dans la berline qui les emmena vers l'appartement du 16e, ils ne parlèrent pas. Camille regardait Paris défiler par la vitre. Une fois, Antoine prit son téléphone, le regarda, le reposa. Il avait voulu écrire à son assistant pour confirmer l'heure d'arrivée à Biarritz le surlendemain, mais quelque chose l'en empêcha. Pas la politesse, pas vraiment. Plutôt une conscience vague et inconfortable qu'il y avait une personne assise à 20 centimètres de lui à qui il n'avait toujours pas posé une seule question. Il ne posa pas la question. L'occasion passa comme passent les choses qu'on remet à plus tard. Biarritz était en juin ce que les assistants d'Antoine imaginaient être romantique. La lumière chaude du Pays basque, l'Atlantique large et ouvert, les terrasses fleuries des hôtels de bord de mer. Le hôtel du Palais avait préparé leur suite avec des roses blanches dans un vase en cristal, une bouteille de champagne dans un seau d'argent et une vue directe sur la grande plage. Antoine prit note de tout cela avec l'œil d'un homme habitué aux hôtels 5 étoiles, c'est-à-dire avec une indifférence quasi totale. Camille, elle, s'arrêta une seconde devant la fenêtre ouverte sur l'océan et prit une longue inspiration. Ce fut la première fois depuis la mairie qu'il vit quelque chose sur son visage qui ressemblait à une émotion non contrôlée, quelque chose d'ouvert, de fragile, d'honnête. Il s'en détourna comme on détourne les yeux d'une lumière trop directe. Le premier dîner eut lieu dans un restaurant sur le front de mer que son assistante avait réservé 3 semaines à l'avance. Nappes blanches, bougies, homards, une carte des vins que Antoine parcourut avec l'habitude d'un homme qui sait ce qu'il commande sans avoir besoin de chercher. Camille choisit le cabillaud grillé avec des légumes de saison. Il remarqua qu'elle lisait la carte attentivement, pas avec la lenteur de quelqu'un qui hésite, mais avec la concentration de quelqu'un qui veut faire un choix juste sans prendre plus que ce qui lui revient. Ils échangèrent 10 phrases au cours du repas. Il compta, sans s'en rendre compte, par réflexe de cadre supérieur, habitué à mesurer l'efficacité de toute interaction. La conversation porta sur des sujets neutres et polis, la qualité du poisson, la météo du lendemain, un article qu'il avait lu dans les Échos sur la construction durable. Camille répondait avec brièveté et sans inconfort apparent, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de remplir le silence pour se sentir à l'aise à l'intérieur de lui. Son téléphone sonna à 20h43, puis à 21h12, puis à 21h38. À chaque fois, il s'excusa d'un geste bref et prit l'appel, se levant légèrement de sa chaise, parlant à voix basse mais avec cette concentration totale que seul le travail lui connaissait. Une intensité que son visage n'avait pas montrée une seule fois depuis qu'ils avaient quitté Paris. La 3e fois, c'était Lefebvre, son directeur financier, avec une complication sur le refinancement d'un programme à Lyon. Antoine parla pendant 9 minutes. Quand il raccrocha et reposa le téléphone sur la nappe blanche, il y avait 2 verres de vin vides et le silence habituel entre eux. Mais quelque chose, ce soir-là, avait durci dans ce silence. Pas de la colère, pas encore, ou peut-être pas tout à fait. Quelque chose de plus triste, comme la confirmation d'une chose que l'on savait déjà. Il but une 3e gorgée de vin, regarda la mer derrière la vitre. Puis il regarda Camille, vraiment regardé, pour une des rares fois de la soirée, et il y avait dans ses yeux quelque chose de trop calme, un calme qui ne venait pas de la sérénité, mais de l'habitude d'encaisser. Il parla parce que le silence lui sembla soudain moins confortable que les mots, et parce qu'il avait la manie des hommes de son monde de préférer les contrats clairs aux ambiguïtés coûteuses. « Je veux juste que tu comprennes ce que c'est », dit-il, avec la mesure plate de quelqu'un qui lit une clause contractuelle.
Je me suis marié par obligation, pour honorer la demande de mon père. Tu as une place respectable dans ma vie, mais n'en attends pas davantage. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle posa les yeux sur lui une longue seconde, sans ciller, sans que son visage se décompose ni se ferme. Puis elle prit le coin de la serviette en lin blanc, la porta doucement à sa bouche et hocha la tête une fois, le geste lent et mesuré de quelqu'un qui reconnaît une information sans en avoir besoin pour vivre. Elle dit « Merci pour votre honnêteté. Bonne nuit », se leva, traversa la salle avec les épaules droites et les mains le long du corps, comme elle était entrée dans la mairie ce matin-là, disparut dans l'escalier. Antoine resta seul. La bougie projetait des ombres mobiles sur la nappe. L'addition était de 180 €. Il la régla par réflexe, glissa sa carte sans regarder et demeura encore quelques minutes devant l'océan noir et sans fond de la nuit atlantique, avec dans la poitrine un sentiment qu'il n'aurait pas su nommer si on le lui avait demandé. Pas de la culpabilité exactement, pas du regret non plus. Plutôt l'impression désagréable d'avoir dit quelque chose d'irréversible et de se retrouver seul avec l'écho. Il était 3h47 du matin quand Antoine ouvrit les yeux, pas à cause d'un cauchemar, pas à cause du téléphone. Il l'avait posé en mode silence pour la première fois depuis des mois, par un réflexe qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Ce fut un bruit différent qui le tira du sommeil, léger, presque imperceptible, comme le frôlement d'un tissu sur du bois. Il resta immobile quelques secondes, les yeux ouverts sur le plafond blanc de la suite, écoutant. La climatisation ronronnait doucement. L'océan, au loin, posait ses vagues avec un rythme régulier et indifférent. Et puis, il y eut ce son de nouveau. Pas un bruit, en réalité. Plutôt une présence. Quelque chose de vivant de l'autre côté de la porte-fenêtre entr'ouverte qui donnait sur la véranda. Il se leva sans faire de bruit, les pieds nus sur le parquet frais, sa chemise froissée collée dans le dos. S'approcha de la porte, s'arrêta. Camille était assise sur le plancher de bois de la véranda, dos à lui, genoux remontés contre la poitrine, les bras serrés autour des jambes, avec la force silencieuse de quelqu'un qui se tient ensemble à la force des poignets. Elle portait un t-shirt blanc simple et un short de coton. Ses pieds étaient nus sur les lattes de bois légèrement humides. Face à elle, l'Atlantique était une masse noire et vaste, à peine lisible dans la nuit sans lune, ses crêtes blanches apparaissant et disparaissant dans l'obscurité comme des respirations. Elle ne pleurait pas à voix haute. Il n'y avait pas de sanglots, pas de tremblement d'épaules visible de loin, mais à la façon dont elle gardait le menton baissé, à la tension dans la nuque, à la manière dont une main serrait l'autre poignet avec une précision presque mécanique, il comprit. Les larmes coulaient, silencieusement, complètement, sans adresse. Antoine resta dans l'encadrement de la porte. 2 minutes, peut-être un peu plus. Il avait vu des femmes pleurer dans sa vie, des collaboratrices après des annonces difficiles, sa mère lors de funérailles, des ex-compagnes dans des disputes qu'il gérait avec la même distance froide qu'une négociation commerciale. Il avait appris, avec les années, à classer les larmes. Les larmes de pression, les larmes de manipulation, les larmes d'épuisement. Il avait développé pour chaque catégorie une réponse appropriée, ni trop froide ni trop proche, calibrée pour désamorcer sans engager davantage qu'il ne le souhaitait. Ce qu'il vit sur cette véranda ne ressemblait à aucune de ces catégories. Ce n'était pas du désespoir performatif, ce n'était pas un appel. Camille n'avait pas laissé la porte ouverte exprès, n'avait pas sangloté assez fort pour être entendue, n'avait pas vérifié derrière elle si quelqu'un venait. Elle pleurait comme pleurent les gens qui ont depuis longtemps cessé d'espérer que quelqu'un apparaisse, avec une économie totale de gestes, une discrétion absolue, la posture de quelqu'un qui s'est habitué à tout porter seul et qui ne conçoit même plus que les choses puissent être autrement. C'était le Corot de qui non espéra que ninguém apparaisse. Et cette certitude-là, cette résignation calme et profonde, fut la chose qui traversa la distance entre la porte et la véranda et atteignit quelque chose en Antoine qu'il ne savait pas encore nommer. Il fit 3 pas en avant, s'arrêta à nouveau juste derrière elle. Elle ne se retourna pas, elle ne l'entendit peut-être pas. Ou peut-être que si, et qu'elle ne chercha pas à se cacher parce que cela non plus ne lui semblait plus utile. Il dit, avec une voix qui le surprit lui-même,
Pas la voix du PDG, pas la voix du mari contractuel, mais quelque chose de plus bas, de plus nu, comme une phrase dite dans le noir parce qu'on sait que la lumière ne peut pas entrer ici de toute façon. Tu n'es pas seul. 3 mots. Pas une promesse, pas une explication. Pas la négation de ce qu'il avait dit au dîner, ni une tentative de rattraper quoi que ce soit. Juste une constatation, offerte sans attente de réponse, comme on pose une main sur une épaule, sans savoir si elle sera acceptée. Camille tourna lentement le visage vers lui. Ses yeux étaient rouges et brillants, dans le peu de lumière qui venait de la chambre. Elle le regarda une seconde, avec une expression qu'il ne put déchiffrer complètement. Pas de la méfiance, pas de la reconnaissance non plus, quelque chose entre les deux, quelque chose de précautionneux, comme on regarde une chose belle qui a le potentiel de disparaître si on la regarde trop directement. Puis, elle tourna de nouveau la tête vers l'océan. Antoine s'assit sur le plancher de bois à côté d'elle, pas dans un fauteuil, pas à distance respectable. Sur le bois froid et légèrement rugueux, jambes tendues devant lui, dos appuyé contre la rambarde en fer forgé de la véranda, à environ 30 centimètres d'elle. Sa chemise de nuit en coton était froissée, ses cheveux encore marqués par l'oreiller. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas prévu d'être là et qui avait décidé d'y être quand même. Il ne dit plus rien, elle non plus. L'océan continuait son travail méthodique et ancien, avancer, se retirer, avec cette patience absolue qui appartient aux choses qui existent depuis bien avant les humains et continueront bien après. Quelque part en contrebas, un bateau de pêche clignotait faiblement dans le noir. L'air sentait le sel et l'iode, avec sous tout cela cette odeur froide et minérale de la nuit atlantique, qui n'appartient à aucune autre mer. Camille respirait plus régulièrement maintenant. Pas tout à fait calmée, mais stabilisée, comme si la présence d'un corps à côté d'elle, même silencieux, même celui de cet homme qu'elle connaissait depuis quelques semaines sur le papier et depuis quelques heures dans la réalité, avait suffi à régler légèrement le rythme de quelque chose de déréglé. Ils restèrent là 40 minutes. Antoine le sut parce qu'il regarda sa montre une fois, pas pour mesurer le temps, mais par réflexe, et remarqua ensuite qu'il ne l'avait pas regardé depuis le moment où il s'était assis, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. À 4h27, Camille posa les bras sur ses genoux, détendit légèrement les épaules et souffla doucement par le nez. Pas un soupir d'abandon, quelque chose de plus proche d'un relâchement, une frontière franchie ou peut-être abandonnée. Elle rentra dans la chambre sans un mot. Il entendit le bruit léger du lit quand elle s'allongea. Il resta encore quelques minutes sur la véranda, les yeux sur la mer, avec dans la tête le vide particulier des moments où quelque chose vient de changer et qu'on ne sait pas encore quoi ni dans quelle direction. Quand il rentra et s'allongea à son tour dans le grand lit blanc, il ne dormit plus. Il fixa le plafond jusqu'à l'aube, écoutant la respiration lente et régulière de Camille de l'autre côté du matelas, et il essaya, sans succès, d'identifier le sentiment qui occupait sa poitrine depuis 3h47 du matin. Ce n'était pas de la pitié. Il était certain de cela. La pitié, il la connaissait. Elle avait une texture molle et confortable. Elle permettait de rester à distance tout en se sentant généreux. Ce qu'il ressentait n'avait pas cette mollesse. C'était quelque chose de plus direct, de moins confortable, quelque chose qui ressemblait davantage à une question qu'il ne savait pas encore formuler. Le matin arriva avec une lumière rose et franche sur la grande plage, les mouettes criaillant au-dessus des toits de tuiles rouges, l'odeur du café chaud montant du couloir. Antoine s'habilla sans bruit, prit son téléphone, vit 9 messages, 3 de Lefebvre, 2 de son chef de chantier à Lyon, 1 de sa sœur Isabelle, qu'il ne lut pas. Il posa le téléphone sur la table de nuit, le regarda, le reprit, puis le recouvrit avec le programme de la journée que son assistante avait imprimé. 2 réunions en visioconférence à 9h et à 11h30, préparées depuis Paris. Il les annula, les 2. Il écrivit à son assistante, repoussé à jeudi. Envoya le message avant de pouvoir changer d'avis, avec la conscience claire d'un homme qui sait qu'il vient de faire quelque chose d'inhabituel et qui refuse pour l'instant d'en analyser la raison. Quand Camille sortit de la salle de bain 20 minutes plus tard, cheveux humides sur les épaules, jeans simples et pull fin couleur sable, il était déjà debout près de la fenêtre ouverte. Il se tourna vers elle.
Est-ce que tu veux marcher sur la plage avant le petit déjeuner? Elle s'arrêta. Pas longtemps. Une seconde, deux peut-être. Juste assez pour que la surprise soit visible avant qu'elle ne la lisse. Quelque chose dans ses yeux. Il les vit vraiment pour la première fois ce matin-là, vert foncé, avec une nuance de noisette vers l'iris. Quelque chose de méfiant et d'ouvert à la fois, comme une fenêtre qu'on entr'ouvre pour voir si l'air est bon. Oui, dit-elle simplement. Ils descendirent par le grand escalier de marbre de l'hôtel, passèrent devant le portier, qui les salua avec son sourire de service, et sortirent sur la promenade. Le vent du matin était vif, chargé d'iode, et il attaquait les joues et les mains avec une franchise atlantique qui ne demandait pas la permission. Camille glissa les mains dans les poches de son jean. Antoine fit de même. Ils marchèrent côte à côte, sur le sable ferme et humide, laissé par la marée basse, sans itinéraire, sans montre, sans agenda. Elle parla en premier, au bout d'1 kilomètre peut-être, quand les toits de Biarritz commencèrent à rétrécir derrière eux et que la plage s'élargissait et se dépouillait. Elle parla de la Graphica, pas comme d'une entreprise, mais comme d'un lieu. L'odeur de l'encre fraîche sur le papier chaud, qui selon elle ressemblait à la fois à l'école et au dimanche matin. Les bruits des machines offset au ralenti en fin de journée. Ce son grave et rythmé qu'elle avait entendu toute son enfance en faisant ses devoirs dans le bureau du fond pendant que sa mère finissait son service. Comment, à 17 ans, quand son père était parti sans laisser d'adresse réelle, elle avait demandé à Madame Bernadette de lui apprendre à opérer la presse principale. Pas parce qu'elle aimait ça, pas encore, mais parce qu'elle voulait que sa mère sache qu'elle n'était pas seule. Antoine marchait à côté d'elle et l'écoutait avec une attention qu'il ne s'était pas accordée depuis longtemps. Pas l'attention partielle des réunions où il filtre l'information utile pendant qu'il pense à autre chose, mais une écoute pleine, les yeux sur l'horizon et les oreilles vers elle, le genre d'écoute qui demande qu'on pose d'abord tout le reste. Elle ne dramatisait pas. Elle racontait avec la précision tranquille de quelqu'un qui a appris à distinguer les faits des émotions et qui sait que les faits, dits simplement, portent suffisamment. Ils marchèrent 6 kilomètres. Il le sut parce qu'elle le mentionna en se retournant pour regarder l'hôtel, maintenant minuscule au loin sur la plage. À mi-chemin du retour, ce fut lui qui parla. Il ne sut pas exactement ce qui déclencha les mots. Peut-être le vent franc qui rendait les silences naturels, peut-être la façon qu'elle avait de regarder devant elle sans jamais l'observer de côté, avec cette attention calculatrice qu'il avait appris à identifier chez les gens qui voulaient quelque chose de lui. Camille marchait simplement, les pieds dans le sable froid, sans attente visible. Et c'est précisément cette absence d'attente qui ouvrit quelque chose en lui, comme une porte qu'on pousse sans forcer parce que le mécanisme était déjà débloqué. Il parla de son père, pas du Bernard Morel que les journaux professionnels mentionnaient dans les articles sur la transmission familiale du groupe Morel, le fondateur visionnaire, l'artisan du béton, devenu capitaine d'industrie. Il parla du père réel, celui qu'il avait connu, avant que le chiffre d'affaires devienne le seul baromètre du bien-être familial. L'homme qui l'emmenait sur les chantiers le samedi matin quand il avait 6, 7, 8 ans, qui lui montrait comment lire un plan en le posant à plat sur le capot d'une camionnette, qui lui expliquait que construire, c'était d'abord imaginer ce qui n'existe pas encore et avoir le courage de le tenir debout. Il y avait dans ses souvenirs une chaleur qu'Antoine ne retrouvait nulle part dans les 20 années qui avaient suivi. L'époque où Bernard avait commencé à grossir le chiffre, à multiplier les chantiers, à regarder Antoine moins comme un fils que comme le prolongement naturel d'une ambition qui dépassait un seul homme. Grandir chez les Morel à partir des années 90, c'était grandir dans une maison où le succès était l'air qu'on respirait et où ne pas réussir équivalait à ne pas exister vraiment. J'avais 13 ans, dit Antoine, les yeux sur le sable mouillé devant lui, quand j'ai compris que mon père était fier de moi pour ce que je pourrais devenir, pas pour ce que j'étais. Il y eut un silence après cette phrase, pas gênant. Le genre de silence qui existe parce que la phrase mérite d'être posée quelque part avant qu'on continue. Il t'aimait, dit Camille. Ce n'était pas une question, pas vraiment une consolation non plus, juste une affirmation,
dite avec la certitude tranquille de quelqu'un qui a appris à distinguer les formes que l'amour prend quand les gens n'ont pas les mots pour le dire autrement. « Je sais, » dit Antoine, « ce n'est pas ça le problème. »« Non, » dit-elle. « Le problème, c'est que ça ne suffisait pas, et que tu ne pouvais pas le dire. » Il ne répondit pas, mais il ne changea pas de sujet non plus, ce qui était déjà une forme de réponse. Il parla du 16e arrondissement, de l'appartement de 260 mètres carrés qu'il avait acheté il y a 7 ans, parce que c'était le type de bien immobilier que les hommes dans sa position étaient censés posséder. Parquet en chêne massif, cuisine équipée que personne n'utilisait vraiment, terrasse avec vue sur la tour Eiffel au loin qui impressionnait les clients et les associés lors des rares dîners professionnels qu'il y organisait. Le reste du temps, c'était une accumulation de pièces silencieuses que ses pas traversaient chaque soir en rentrant, le son de ses chaussures sur le parquet résonnant légèrement parce qu'il n'y avait personne d'autre pour absorber le bruit. La geladeira, toujours aux 3/4 vide. 1 litre de lait, du café, quelques yaourts, une bouteille d'eau. La femme de ménage venait le mardi et le vendredi. Elle laissait tout dans un ordre parfait et une propreté immaculée qui donnait à l'appartement l'aspect d'un bien en attente de locataire. « Et quand as-tu eu le sentiment d'être chez toi quelque part pour la dernière fois ?» demanda Camille. Il s'arrêta de marcher, pas brusquement. Ses pas ralentirent simplement jusqu'à l'immobilité, comme un moteur qui coupe. Il resta là, les pieds dans le sable, le vent dans les cheveux, et il chercha la réponse avec le sérieux d'un homme habitué à trouver des solutions à des problèmes complexes, et il ne la trouva pas. Pas parce qu'il refusait de répondre, parce qu'il n'y avait genuinement pas de réponse disponible. « Je ne sais pas, » dit-il enfin. « Je ne m'en souviens pas. » Camille s'arrêta à côté de lui, hocha la tête lentement une fois, la même façon qu'elle avait de recevoir une information douloureuse, sans en faire quelque chose de plus grand qu'elle n'était, sans dramatiser, sans minimiser, avec une justesse qui lui était propre. « C'est une réponse honnête, » dit-elle. Ils restèrent une dizaine de secondes immobiles, côte à côte, face à l'Atlantique qui continuait son travail sans les regarder. Puis ils reprirent la marche, et ni l'un ni l'autre ne dit rien pendant un long moment, et ce silence-là n'avait plus rien du silence du dîner de la veille. Il était différent dans sa texture, dans son poids, dans ce qu'il contenait. Pas confortable encore, pas tout à fait, trop tôt pour ça, mais honnête. Le silence de 2 personnes qui viennent de dire quelque chose de vrai et qui n'ont pas besoin de le recouvrir aussitôt d'autre chose. Le bistrot qu'elle choisit pour le déjeuner était à 2 minutes du port de pêche, coincé entre une épicerie basque et une boutique de matériel de surf fermée hors saison. Une ardoise dehors annonçait à la craie blanche le menu du jour. Soupe de poisson, cabillaud frit, salade verte, tarte aux pommes. Eau, 6 tables à l'intérieur avec des nappes en papier à carreaux rouges et blancs. Une radio posée sur le comptoir, diffusant à bas volume quelque chose entre le jazz et la chanson française. Une patronne d'une 60aine d'années qui les installa sans cérémonie et revint avec une carafe d'eau et du pain de campagne dans une corbeille en osier. Antoine regarda autour de lui avec une légère hésitation de corps, l'hésitation imperceptible de quelqu'un dont le système de coordonnées spatiales n'inclut pas ce genre d'endroit, puis s'assit, posa ses coudes sur la table en bois marqué et se tut. Camille commanda pour 2 en lisant l'ardoise sans hésiter. Cabillaud frit, salade, 2 verres d'eau et 2 jus de pomme. Elle paya l'ardoise avec l'aisance de quelqu'un pour qui choisir simplement n'est pas une régression, mais qu'une préférence réelle. Le poisson arriva dans 2 assiettes creuses, frit à la poêle avec de l'huile d'olive et des herbes, accompagnées d'une tranche de citron et de quelques rondelles d'oignons doux. L'odeur était franche et directe, sans sophistication, le genre d'odeur qui dit exactement ce qu'elle est, du poisson frais cuisiné simplement par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Antoine prit une première bouchée. La chair se défaisait sous la fourchette avec une facilité légère, le sel et le citron équilibrés avec cette précision que les cuisines simples atteignent parfois mieux que les grandes. Il mangea en silence les premières minutes, avec une présence qu'il n'avait pas eue la veille au restaurant de 180 €. Quelque chose dans la deuxième bouchée le fit sourire. Pas le sourire de réunion, le sourire de façade qui signale la satisfaction sans la ressentir vraiment. Un sourire plus petit,
plus intérieure, qui venait d'un endroit qu'il n'aurait pas su localiser sur une carte. Camille, qui buvait son jus de pomme, le vit et ne dit rien. Mais quelque chose dans ses propres épaules se détendit légèrement, comme si elle attendait depuis un moment de savoir si cet homme était capable de sourire pour de vrai. « C'est bon, » dit-il. « Oui, » dit-elle. « Je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi simple depuis... » Il s'arrêta, chercha, ne trouva pas. « Je ne sais plus. »« Tu répètes beaucoup, je ne sais plus, » observa-t-elle, sans accusation dans la voix. Juste un constat, posé avec légèreté. « Apparemment, » dit-il. Elle sourit, pas largement, un sourire étroit, presque discret, qui remonta légèrement le coin gauche de sa bouche. Mais c'était un vrai sourire, le premier qu'il lui voyait sans effort calculé derrière. Il y avait dedans quelque chose d'inattendu, une chaleur sèche, directe, sans invitation excessive. Le sourire de quelqu'un qui est capable de trouver quelque chose de drôle, même quand les circonstances sont objectives. Ils mangèrent la tarte aux pommes dans le même ordre d'attention calme. La pâte était fine et croustillante, les pommes fondantes et légèrement acidulées, avec une couche de beurre en dessous qui rendait tout cela plus riche qu'il n'y paraissait. Antoine termina son assiette entière, ce qui, il le réalisa avec une légère surprise, n'était pas arrivé lors d'un repas depuis un temps qu'il n'aurait pas su mesurer précisément. Il avait l'habitude de laisser la moitié de ce qu'on lui servait, dans les restaurants comme chez lui, pas par régime, pas par manque d'appétit réel, mais parce que quelque chose dans sa façon d'habiter les repas n'était jamais totalement là. Aujourd'hui, il était là. Cet après-midi-là, il ne vérifia son téléphone que 2 fois. La première par réflexe, la main glissant dans sa poche sans l'avoir décidé. La seconde parce que Lefebvre avait envoyé un message marqué « urgent ». Il lut, répondit en 4 mots, referma. La troisième fois qu'il porta la main à sa poche, il s'en rendit compte à mi-geste et la posa sur la table à la place. Camille ne le regarda pas faire. Elle regardait par la fenêtre du bistrot les chalutiers rentrés au port, les mouettes tournoyant autour des caisses de poissons, le ciel qui commençait à blanchir vers l'ouest avec la promesse d'une belle soirée. Il y avait dans son profil, vu ainsi depuis la table, quelque chose de singulièrement tranquille. Pas la tranquillité passive de quelqu'un qui ne ressent pas, mais la tranquillité active de quelqu'un qui a appris à être là où il est, complètement. Parce que l'alternative a toujours coûté trop cher. Peu la primaire avait en très longtemps, Antoine n'avait nulle part d'urgent où être. Cette pensée-là l'atteignit avec une netteté qui le prit de court. Pas violemment, pas dramatiquement, mais avec la clarté tranquille d'une évidence qu'on a évitée suffisamment longtemps pour qu'elle finisse par trouver un autre chemin. Il était assis à une table en bois avec des nappes en papier, dans un bistrot de port sans étoiles au Michelin, à côté d'une femme qu'il connaissait depuis 3 jours dans les faits et depuis une nuit dans quelque chose qui ressemblait à de la réalité. Il avait annulé 2 réunions le matin. Il avait marché 6 kilomètres. Il avait mangé du cabillaud frit et de la tarte aux pommes. Et quelque chose en lui, une chose petite et persistante comme la lumière sous une porte fermée, refusait de coïncider avec le malaise. Les 4 nuits de Biarritz se terminèrent un dimanche matin avec le même ciel bas et gris qui avait ouvert la semaine à Paris. Armand vint les chercher à 10 heures, la berline noire garée devant le grand portail de l'hôtel, le coffre ouvert pour les valises. Antoine descendit le premier, serra la main du portier, attendit sur le perron. Camille vint ensuite avec son sac de voyage. Un sac en toile marine, fonctionnel, sans marque visible, qu'elle portait elle-même sur l'épaule sans attendre qu'on le lui prenne. Armand la salua avec un sourire naturel. Elle répondit de même, par son prénom, parce qu'Antoine le lui avait mentionné le premier soir et qu'elle avait retenu. Dans la berline, sur les 5 heures de route vers Paris, ils parlèrent plus que lors du trajet aller, pas de façon continue. Il y eut des silences, des zones de paysages basques, puis gascons, puis de l'autoroute plate et interminable qui absorbaient les mots naturellement. Mais ils parlèrent. De la graphica, de la dette, des termes de la fusion que les avocats des 2 parties devaient finaliser dans les semaines suivantes. Camille posait des questions précises sur la structure du groupe Morel, sur les modalités d'intégration prévues pour les 4 salariés de l'imprimerie Dubois,
sur le sort de Madame Bernadette dans le nouveau organigramme. Elle n'avait pas de note devant elle. Elle avait préparé cela dans sa tête, seule, avant que quiconque lui demande de le faire. Antoine répondit avec la même précision. À un moment, Armand leva brièvement les yeux vers le rétroviseur intérieur. Pas longtemps, juste une seconde. Et Antoine perçut dans ce regard discret l'étonnement retenu d'un homme qui connaît son patron depuis 11 ans et qui voit quelque chose d'inhabituel dans la façon dont il écoute. Paris les accueillit avec ses embouteillages habituels du dimanche soir, le périphérique bloqué à hauteur de la porte de Bercy. Armand prit les petites rues pour contourner. Les lumières des boulangeries fermées, des cafés qui rangeaient leurs terrasses, les familles rentrant à pied avec des courses sous le bras. Tout cela défilait derrière la vitre avec la densité ordinaire et vivante d'une ville qui ne s'arrête jamais vraiment. Quand ils traversèrent le nord-est de Paris vers Saint-Denis, les immeubles changèrent de format, les rues de texture. Camille regardait son quartier avec la même attention tranquille qu'elle avait regardé la mer à Biarritz. Sans romantiser, sans s'en excuser, avec simplement une présence à ce qui était là. Armand s'arrêta devant le numéro 14 de la rue des Martyrs de Châteaubriand. Un pavillon de 2 étages, avec un jardinet en façade, une grille en fer vert un peu rouillée sur les bords, des géraniums rouges dans une jardinière en béton sur l'appui de fenêtre du premier. Camille descendit, récupéra son sac. Madame Bernadette apparut derrière la vitre du rez-de-chaussée, avant même que la grille soit ouverte. Elle devait guetter depuis un moment. La porte s'ouvrit et les 2 femmes se rejoignirent dans l'encadrement avec une économie de gestes qui trahissait une longue habitude de se retrouver pas d'effusion excessive, mais quelque chose de solide et de réel. Antoine attendit dans la berline. Il ne sut pas pourquoi exactement. Il aurait pu descendre, saluer, s'en tenir à la politesse ordinaire. Mais il y avait dans cette scène ce jardinet étroit, ces géraniums rouges, ces 2 femmes dans l'encadrement d'une porte, quelque chose d'une intimité à laquelle il n'avait pas encore accès et qu'il n'avait pas envie de traverser à la légère. Armand ne dit rien. Il mit le moteur en attente et regarda droit devant lui. Quelques secondes plus tard, Camille se retourna vers la berline et fit un signe de tête dans sa direction. Pas un au revoir, plutôt une reconnaissance. Il répondit de la même façon. Armand reprit la route vers le 16e. Dans l'appartement silencieux, Antoine posa sa veste sur la chaise de l'entrée, desserra sa cravate, alla dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, le litre de lait, les yaourts, la bouteille d'eau, il referma la porte. Appuya le dos contre le plan de travail en pierre froide et regarda le salon, les canapés gris, la bibliothèque organisée, la terrasse dans le noir avec les lumières de Paris au loin, la tour Eiffel clignotant toutes les heures dans un angle précis de la fenêtre de gauche. Tout était exactement comme il l'avait laissé, propre, ordonné, silencieux. Il avait quitté cet appartement jeudi matin pour aller se marier, et il était revenu dimanche soir, et rien n'avait bougé, et quelque chose dans cette permanence immobile lui parut pour la première fois, non pas rassurante, mais précisément ce qu'elle avait toujours été, le décor d'une vie bien construite dans laquelle personne n'habitait vraiment. Les semaines qui suivirent s'installèrent avec la logique froide et contractuelle que les 2 familles avaient prévue. Camille prit ses fonctions de responsable opérationnel de la Graphica Dubois intégrée, avec un bureau dans les locaux de Saint-Denis qu'elle connaissait mieux que personne, un contrat à 2 900 € mensuels qu'elle avait négocié elle-même, seule, sans mandataire ni avocat personnel, en envoyant directement au directeur administratif du groupe Morel un mail de 2 pages exposant les termes qu'elle jugeait équitables et les raisons pour lesquelles ils l'étaient. La directrice des ressources humaines avait transmis le mail à Antoine avec une note. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait pourquoi. Antoine avait lu la note, puis le mail 2 fois, et avait dit à la DRH d'accepter les termes. L'appartement qu'il lui avait proposé dans le 7e arrondissement, un 2 pièces, Lumieux, rue de Grenelle, entièrement meublé, loyer pris en charge par le groupe dans le cadre des avantages de direction, fut refusée avec une brièveté qui ne laissait pas de place à la discussion. Elle lui envoya un message, 2 lignes, « Merci, je reste à Saint-Denis avec ma mère pour le moment.
Nous verrons la suite le moment venu. Il lut le message debout dans son bureau au 6e étage du siège social du groupe Morel, les yeux sur les toits de Paris, et ressentit quelque chose qu'il identifia, après quelques secondes d'analyse, comme du respect, pas de la surprise. Il n'était pas surpris. Du respect, franc et simple. Ce fut Isabelle qui rompit l'équilibre fragile des premières semaines. Isabelle Morel-Chancel, 49 ans, directrice non exécutive du conseil d'administration du groupe, actionnaire à 18,5%, sœur aînée d'Antoine depuis toujours et adversaire bienveillante la plupart du temps, sauf quand elle estimait que quelque chose menaçait ce qu'elle considérait comme l'ordre naturel des choses. Elle avait organisé le déjeuner de famille mensuel à son appartement d'Auteuil, avec la même précision qu'elle organisait ses interventions en conseil. Un ordre du jour implicite, une conclusion préparée, une exécution maîtrisée. Camille était présente, assise à la droite d'Antoine, dans la grande salle à manger aux moulures dorées et aux tableaux anciens, avec sa robe simple et ses mains posées sur la table, ni raide ni démonstrative, simplement là. Isabelle attendit le dessert. Le moment où le vin avait fait son travail et où les gens sont suffisamment détendus pour que les phrases dites avec un sourire passent pour de la légèreté. Elle s'adressa à Camille avec la douceur cordiale de quelqu'un qui a répété sa phrase dans sa tête. « Tu sais, Camille, Antoine a toujours été sélectif dans ses choix. Il fréquentait des milieux très particuliers, des femmes avec des parcours assez spécifiques. Un temps. Nous espérons juste que la transition sera confortable pour tout le monde. » Le silence qui suivit fut de la qualité de ceux qui contiennent plusieurs phrases que personne ne prononce à voix haute. Le cousin éloigné examina son verre. Le mari d'Isabelle réarrangea sa serviette. Madame Bernadette, qui avait été invitée, suggestion de Camille qu'Antoine avait soutenue sans hésiter, posa très lentement sa cuillère à dessert. Camille regarda Isabelle avec une tranquillité totale. « Je pense que ce que tu veux dire, dit-elle, sans hausser la voix, sans sourire de façade, avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui a l'habitude de lire entre les lignes des contrats et des conversations, c'est que tu ne comprends pas pourquoi Antoine a fait ce choix. C'est une question légitime, et la réponse honnête, c'est que ce n'est pas ton choix à comprendre. » Nouveau silence. Plus dense encore. Ce fut Antoine qui le rompit. Il posa sa serviette sur la table, se leva légèrement de sa chaise et dit, avec une voix qu'il ne s'était pas entendue depuis des années, la voix de quelqu'un qui n'est pas en train de gérer une situation, mais d'y être vraiment. « Isabelle, suffit. 2 mots, sans élévation excessive, sans dramatisation, mais avec une finitude absolue qui ne laissait pas d'espace pour la suite. » Isabelle le regarda. Quelque chose passa dans ses yeux. Pas de la colère, davantage de la surprise, celle de reconnaître dans le visage de son frère quelque chose qu'elle n'y avait pas vu depuis longtemps. Elle hocha la tête une fois et ne dit plus rien sur le sujet. En rentrant ce soir-là dans la berline, Antoine et Camille ne parlèrent pas tout de suite. Armand prit la route vers Saint-Denis dans le silence du dimanche soir parisien. Après quelques minutes, Camille dit sans se retourner de la vitre « Tu n'étais pas obligé. »« Si, dit-il, elle se tut. » Il ajouta, après un moment, « Pas par politesse, parce que j'aurais dû le faire il y a 15 ans. » Camille tourna légèrement la tête, le regarda de côté une seconde, puis reporta les yeux dehors. Elle ne dit rien, mais quelque chose, imperceptiblement, changea dans la façon dont ses épaules occupaient l'espace. Les vendredis commencèrent sans qu'ils en décident vraiment. Le premier avait été accidentel. Antoine avait une réunion annulée en fin d'après-midi à Saint-Denis, avec le chef de chantier du nouveau programme de logements sociaux que le groupe développait dans la commune. Et comme les bureaux de la Graphica se trouvaient à 6 minutes à pied du chantier, il avait envoyé un message à Camille. « Je finis à 18h dans le coin. Est-ce que tu dînes chez ta mère ce soir ?» Elle avait répondu en 3 minutes. « Oui, tu peux venir si tu veux. » Pas d'enthousiasme excessif, pas de formalité non plus. Une invitation directe, formulée comme on formule les choses simples quand on n'a pas l'habitude de les compliquer. Il était arrivé à 18h30 avec une bouteille de Bourgogne qu'il avait achetée dans une cave à vin du quartier. Pas le grand cru qu'il aurait choisi automatiquement pour un dîner professionnel, mais un village correct, abordable,
que le caviste avait recommandé avec le naturel de quelqu'un qui connaît sa clientèle. Madame Bernadette avait ouvert la porte avec les mains encore farines. Elle préparait une quiche lorraine et une soupe de légumes, et l'avait accueillie avec la cordialité tranquille d'une femme qui n'en fait ni trop ni pas assez, qui vous regarde droit dans les yeux quand elle vous parle, et qui n'a jamais appris à prétendre. La cuisine était petite, chaude, encombrée dans le bon sens. Une casserole sur le feu, des légumes à moitié épluchés sur la planche, une radio posée sur le rebord de la fenêtre diffusant France Inter à voix basse. Antoine s'assit sur l'une des 3 chaises autour de la table en formica blanc et quelque chose dans ses épaules descendit de 2 centimètres. Ce fut la première fois qu'il remarqua cela, cette sensation physique précise, 2 centimètres, pas plus, mais réelle et mesurable, comme un relâchement musculaire que le corps s'autorise quand il reconnaît un endroit où il n'a pas besoin d'être en représentation. Il n'y avait pas de nappe en lin dans cette cuisine, pas de lustre en cristal, pas de vue sur les toits de Paris. Il y avait une toile cirée à motif bleu, une lampe de plafond ronde au vert légèrement jauni et l'odeur du gratin qui commençait à dorer dans le four. Il y avait Madame Bernadette qui épluchait les carottes avec des gestes précis et économes de quelqu'un qui fait ça depuis 40 ans. Et Camille qui rentrait du bureau avec son sac en toile sur l'épaule et qui lui dit bonjour sans cérémonie en posant ses clés sur le crochet près de la porte. La quiche était bonne. Pas extraordinaire au sens technique, mais précisément bonne, avec cette honnêteté de la cuisine domestique, faite avec des ingrédients simples et le soin de quelqu'un qui nourrit des gens qu'elle aime. Antoine mangea tout ce qui était dans son assiette. Madame Bernadette lui servit une 2e part, sans demander, ce qui, il le comprit confusément, était une forme de jugement favorable. Ils parlèrent de peu et de beaucoup. De la qualité du hiver cette année, de la réfection de la rue devant la Graphica que la mairie avait programmée depuis 2 ans sans la commencer, d'un film que Madame Bernadette avait vu à la télévision la veille et qui lui avait fait penser à une histoire de sa propre mère. Antoine écouta, il posa des questions. Il n'attendait pas son tour pour parler. Il écoutait vraiment, avec cette qualité d'attention qu'il avait commencé à retrouver à Biarritz et qui semblait s'installer maintenant comme une habitude possible. Le 2e vendredi, il n'y eut pas de réunion à Saint-Denis. Il y alla quand même. Il ne s'en rendit compte qu'en demandant à Armand de le déposer devant le numéro 14 de la rue des Martyrs de Châteaubriand. Armand ne dit rien, ne leva pas les yeux vers le rétroviseur, se contenta de confirmer l'heure de reprise. Antoine sonna à la grille, avec la bouteille de vin dans une main et dans l'autre, un sac en papier Kraft de la boulangerie du coin, une tarte aux pommes qui lui avait rappelé le bistrot de Biarritz, le cabillaud frit, le sourire étroit et honnête de Camille devant sa remarque sur les « je ne sais plus ». Madame Bernadette ouvrit en tablier de cuisine et le fit entrer avec la simplicité de quelqu'un pour qui les portes ne méritent pas de cérémonie excessive. Le 3e vendredi, Camille avait préparé elle-même un pot-au-feu lent qui avait mijoté depuis le matin, les légumes fondants et le bouillon profond et doré qui embrumaient légèrement la cuisine d'une vapeur parfumée. Antoine arriva, posa sa veste sur le dossier de la chaise, maintenant la chaise de gauche, celle qui lui était implicitement réservée depuis 2 semaines, et dit en humant l'air « Ça sent comme quelque chose de réel ». Ce n'était pas une phrase élaborée. Ce n'était pas un compliment de convention, c'était l'expression directe d'une sensation, dite sans filtre. Et Camille l'entendit pour ce qu'elle était et répondit « C'est ce que c'est ». Ils commencèrent à se parler différemment au fil de ces vendredis. Pas de façon dramatique, il n'y eut pas de soir particulier où quelque chose bascula officiellement. C'était plus graduel que ça, plus organique, comme la façon dont une plante pousse, imperceptible au quotidien, évidente sur la durée. Les sujets s'approfondirent naturellement. Les silences devinrent plus confortables. Les gestes s'ajustèrent. Il commença à débarrasser la table sans qu'on le lui demande. Elle commença à lui servir son café noir, sans demander comment il le prenait parce qu'elle le savait déjà. Un soir de novembre, il pleuvait sur Saint-Denis avec l'insistance froide de l'automne parisien, la pluie frappant la fenêtre de la cuisine par rafales courtes et sèches. Madame Bernadette s'était endormie devant la télévision dans le salon. On entendait le murmure lointain d'un documentaire et sa respiration régulière.
Camille et Antoine étaient restés à la table de cuisine avec les tasses vides et les restes du repas, dans la lumière ronde et jaunie du plafond, et la conversation avait glissé vers des endroits que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu d'atteindre ce soir-là. Elle lui parla de Mathieu. Pas longuement. Camille n'était pas du genre à narrer, à développer, à construire des récits autour de ses propres douleurs. Elle dit les faits avec la concision de quelqu'un qui a digéré la plupart de ce qu'il y avait à digérer, mais qui n'a pas besoin de le nier non plus. Mathieu était le compagnon qu'elle avait eu pendant 4 ans, graphiste indépendant, avec qui elle avait partagé un appartement en colocation à Montreuil, avant que la situation financière de la Graphica ne devienne critique. Quand les dettes avaient de commencer à s'empiler et qu'elle avait dû contribuer de plus en plus au soutien de sa mère, il avait d'abord été compréhensif, puis distancié, puis absent. La rupture n'avait pas eu de scène. Il avait simplement arrêté d'être là d'une façon de plus en plus systématique jusqu'à ce que son absence devienne la réalité par défaut. « Il ne m'a pas quitté », dit-elle. « Il a juste cessé de rester. » Antoine garda les yeux sur sa tasse vide. « Et tu n'as pas demandé pourquoi ? » ?»« J'ai compris pourquoi, » dit-elle. « Je suis devenu quelqu'un de trop lourd à porter pour quelqu'un qui n'avait pas décidé de porter quoi que ce soit. » Il y eut un silence. La pluie sur la fenêtre, le documentaire au loin. « Ce n'est pas un défaut, » dit-il. « Non, » dit-elle, « mais ça fait mal pareil. » Il ne répondit pas à cela. Il n'essaya pas de formuler une consolation ou une relativisation. Il resta là, avec elle, dans la vérité de ce qu'elle venait de dire, et cette façon d'être présent sans chercher à réparer ce qui n'était pas cassé mais seulement douloureux, cette façon-là, Camille la remarqua et ne dit rien, mais quelque chose en elle nota l'information et la rangea avec soin. Ce fut cette nuit-là qu'il parla de Lucie. Lucie Verneil, qu'il avait connue à 32 ans, avocate d'affaires, belle et précise comme un couteau bien aiguisé, avec qui il avait entretenu pendant 2 ans et demi quelque chose qui ressemblait à une relation, parce que tous les éléments extérieurs d'une relation étaient présents. Les dîners, les week-ends, l'appartement partagé le jeudi soir, les voyages à Lisbonne et à Copenhague. Mais il y avait dans tout cela une qualité de performance mutuelle, qu'aucun des deux n'avait nommée pendant 2 ans et demi, parce que cela les arrangeait. Lucie avait besoin d'un partenaire socialement cohérent avec son ascension professionnelle. Antoine avait besoin de quelqu'un qui ne lui demanderait pas d'être davantage présent qu'il ne savait l'être. Ils s'étaient convenablement aimés à distance, sans jamais vraiment se voir, pas parce qu'ils étaient mauvais l'un pour l'autre, mais parce qu'ils n'avaient jamais cherché à l'être vraiment. « Quand elle est partie, » dit Antoine, « j'ai attendu d'être triste. Pendant 1 semaine, j'ai attendu. » Il s'arrêta. Et la tristesse n'est pas venue. Et ça, l'absence de tristesse, c'est ça qui m'a fait le plus peur. Camille le regarda avec cette attention directe et sans surcharge émotionnelle qu'il avait appris à reconnaître comme sa façon d'écouter les choses importantes. « Parce que ça voulait dire que tu n'étais pas vraiment là non plus, » dit-elle. « Oui, » dit-il. La pluie continuait. Le documentaire dans le salon s'était tu. Madame Bernadette avait dû éteindre en dormant. La cuisine était silencieuse et chaude, avec cette intimité particulière des espaces petits la nuit, quand le monde extérieur n'existe plus tout à fait. Pella primérave depuis des années, Antoine Morel se sentit vu par quelqu'un sans en avoir honte. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, ou peut-être pas sous une forme qu'il savait reconnaître. C'était quelque chose d'antérieur à l'amour et peut-être plus fondamental. La sensation d'être dans un endroit où on n'a pas à être autre chose que ce qu'on est, et où cette vérité-là est suffisante. Il n'avait pas ce mot pour le nommer ce soir-là. Mais son corps le savait, à la façon dont ses épaules étaient descendues de 2 centimètres dès qu'il avait franchi la grille rouillée, à la façon dont sa voix avait un timbre différent dans cette cuisine qu'elle n'avait dans aucune salle de réunion ou de restaurant étoilé, à la façon dont il n'avait pas regardé son téléphone depuis qu'il était arrivé. Il rentra à minuit passé. Armand, qui l'avait appelé depuis la grille, l'attendait au coin de la rue avec la ponctualité silencieuse de toujours. Dans la berline qui traversait Paris endormi, les lumières des réverbères glissant sur le cuir des sièges, Antoine regarda la ville avec des yeux légèrement différents,
Pas transformé, pas révélé, mais réajusté, comme on recadre l'objectif d'un appareil photo quand on comprend que la mise au point n'était pas au bon endroit. Décembre arriva sur Paris avec ses lumières de fête et son froid qui prenait aux poignets et à la nuque dès qu'on quittait les intérieurs chauffés. Les vitrines du boulevard Haussmann et de la rue de Rivoli s'habillaient de guirlandes dorées et de sapins monumentaux. Les terrasses se peuplaient de braseros, et la ville prenait cette qualité particulière des endroits qui savent être beaux sans effort et qui le savent. Antoine traversait tout cela chaque matin dans la berline avec l'imperméabilité habituelle de quelqu'un qui a vu trop de décembre parisiens pour en être encore ému. Mais quelque chose, cette année, filtrait différemment. Pas une émotion identifiable, pas une nostalgie précise, plutôt une porosité nouvelle, comme si les couches d'isolation qu'il avait accumulées au fil des années étaient devenues légèrement moins étanches. Le dossier Lyon se régla dans la 2e semaine du mois. Refinancement obtenu, programme relancé. Lefebvre, soulagé d'une façon qui transparaissait même dans ses mails habituellement neutres. Antoine signa les documents dans son bureau du 6e étage et observa Paris depuis sa fenêtre une longue minute avant de ranger les dossiers. 11 ans plus tôt, un accord de cette taille l'aurait tenu éveillé 3 nuits consécutives, aurait dominé ses conversations pendant une semaine, aurait été célébré avec une bouteille de Pétrus et un dîner chez Taillevent avec les actionnaires. Ce soir-là, il envoya un mail de clôture à l'équipe, prit sa veste et descendit prendre le métro, chose qu'il n'avait pas faite depuis 4 ans au moins, jusqu'à Saint-Denis. Il n'avait pas prévenu. Ce n'était pas dans l'idée de surprendre, il n'y avait pas d'intention calculée, c'était plus simple que ça, il avait terminé, et l'endroit où il avait envie d'être n'était pas l'appartement du 16e. Cette réalité-là l'atteignit dans la rame du métro ligne 13, debout entre 2 inconnus avec les mains accrochées à la barre, le wagon chaud et légèrement humide de l'hiver, et il la laissa être là sans l'analyser ni la corriger. Camille ouvrit la porte avec une expression qui oscillait entre la surprise et la question. Elle tenait une enveloppe ouverte dans la main gauche. Une lettre administrative à en-tête de la chambre de commerce, qu'il identifia au logo en un coup d'œil. Il dit « Je passais ». Elle le regarda une seconde, puis s'écarta pour le laisser entrer. Madame Bernadette était chez une amie du quartier. Une information que Camille donna naturellement. Pas comme un avertissement, mais comme un fait. Ils se retrouvèrent donc seuls dans la petite cuisine pour la première fois, et cette différence-là, cette légère altération de la dynamique habituelle, flottait dans l'air sans être nommée. Elle prépara du thé. Il s'assit à la chaise de gauche. Elle posa la lettre sur la table. C'était un contrôle fiscal sur les 2 derniers exercices de la Graphica Dubois, une procédure que la fusion avait techniquement résolue, mais qui soulevait des questions sur la période antérieure à l'intégration. Des chiffres, des dates, des cases à remplir avec des pièces justificatives que Camille avait en partie, pas en totalité. Elle l'exposa avec sa précision habituelle, sans dramatiser, mais Antoine vit dans la façon dont elle posait les doigts à plat sur la lettre. Pas une main posée, des doigts qui appuyaient légèrement comme pour maintenir quelque chose en place, qu'elle était plus inquiète qu'elle ne le montrait. « Je m'en occupe demain matin », dit-il. « Non », dit-elle immédiatement. Il la regarda. Je veux dire, elle chercha ses mots, ce qui était rare chez elle. « Je ne veux pas que tu règles mes problèmes comme ça, avec un coup de téléphone et le nom du groupe Morel. Ce n'est pas ton problème seul, dit-il. La Graphica est intégrée au groupe depuis 4 mois. Légalement, oui, mais ce contrôle porte sur la période avant. Elle releva les yeux vers lui. Je veux comprendre le dossier moi-même d'abord. Savoir exactement ce qu'on leur doit comme réponse. Ensuite, si j'ai besoin de l'équipe comptable du groupe, je la sollicite correctement. Antoine la regarda pendant 2 secondes. 3. Puis il hocha la tête. D'accord. Merci. Le thé était dans les tasses. Dehors, la rue était silencieuse avec l'inhabituel calme d'un soir de semaine dans un quartier résidentiel. Quelques voitures, un vélo, la lumière jaune d'un lampadaire sur le pavé mouillé. Ils travaillèrent ensemble sur le dossier pendant 1h30. Camille, sortant les archives classées dans une chemise cartonnée beige qu'elle avait préparée avant même de recevoir la lettre. Par précaution,
par habitude, de quelqu'un qui anticipe les complications, parce qu'elle a appris que les complications arrivent toujours. Antoine analysait les documents qu'elle lui tendait, pointait les chiffres, posait des questions précises. Elle répondait avec une exactitude qui le frappait chaque fois, pas la précision de quelqu'un qui a appris la comptabilité dans les livres, mais celle de quelqu'un qui connaît chaque ligne, parce qu'il a vécu derrière. À un moment, il lui demanda « Tu as appris tout ça seul ?»« Avec ma mère, dit-elle. Elle gérait les comptes depuis toujours. Mon père était directeur de production, mais c'est elle qui savait vraiment où était l'argent. Un temps, quand il est parti, elle m'a tout expliqué. Elle avait peur de mourir sans que quelqu'un sache. » Antoine posa son stylo sur la table. « Elle avait quel âge quand il est parti ? 42 ans. » Camille aligna 2 feuilles de façon précise. « Et moi, 17. » Il ne dit rien. Mais quelque chose dans son visage changea. Pas de la pitié, il avait appris à distinguer depuis Biarritz. Quelque chose de plus proche de la compréhension. La compréhension de ce que signifie grandir dans l'urgence permanente, dans la conscience que les choses peuvent s'effondrer et que c'est à vous de tenir. Ils terminèrent le dossier à 21 heures passées. Camille remit les documents en ordre, dans la chemise cartonnée, agrafant, classant, étiquetant avec des gestes précis et méthodiques. Antoine observait ses mains, les mêmes mains froides qu'il avait frôlées autour d'un stylo bic bleu dans la mairie du 1er arrondissement, 6 mois plus tôt. Elle ne tremblait pas. Elle n'avait probablement jamais tremblé devant lui, même la nuit sur la véranda de Biarritz. Ce qu'il avait vu cette nuit-là, c'était quelque chose de différent du tremblement, quelque chose de plus profond et de plus silencieux, la douleur de quelqu'un qui a appris à tenir debout même quand tout pousse à s'effondrer. « Ça fait combien de temps que tu portes des choses comme ça ?» dit-il. Elle leva les yeux de la chemise cartonnée. « Depuis que j'ai 17 ans. » dit-elle, sans pathos, avec la simplicité factuelle de quelqu'un qui énonce une réalité. « Et tu n'as jamais demandé que ça s'arrête ?» À qui ? La question n'était pas rhétorique. Elle était réelle, posée avec le calme de quelqu'un qui a vécu suffisamment longtemps dans une configuration particulière pour en avoir oublié qu'elle pouvait être autrement. Antoine n'avait pas de réponse à cela, pas une réponse qui valait quelque chose de vrai. Alors, il ne répondit pas, et ce silence-là fut différent de tous les silences précédents, parce qu'il contenait quelque chose qui ressemblait à une promesse que les mots n'auraient pas encore su formuler correctement. Il rentra à 22 heures. Dans la berline, il ne vérifia pas ses messages. Il regarda Paris défiler dans la nuit froide de décembre, les guirlandes lumineuses sur les façades des boutiques fermées, les cafés qui baissaient leurs rideaux, les rares passants pressés sous leurs manteaux. Il pensa à ce qu'elle avait dit. À qui ? Avec la netteté particulière des phrases qui vous suivent, parce qu'elles ont touché quelque chose de précis. 2 jours avant Noël, il envoya un message à Camille. « Est-ce que vous avez des projets pour le réveillon, ta mère et toi ?» Elle répondit 20 minutes plus tard. « Pas de grands projets. Nous restons à la maison. » « Toi ?» Il regarda la question sur l'écran pendant quelques secondes. Puis il répondit « Je pensais venir, si c'est possible. » Silence de 7 minutes, plus long que d'habitude pour elle. Puis « C'est possible. » Le réveillon du 24 décembre, au numéro 14 de la rue des Martyrs de Châteaubriand, fut le repas le plus simple qu'Antoine Morel avait fait depuis des années qu'il ne savait pas compter. Madame Bernadette avait préparé une dinde au marron avec des pommes de terre rôties et une bûche achetée chez le pâtissier du quartier, chocolat et praliné, un peu écrasé sur le côté dans la boîte, ce qui ne changea rien à son goût. Ils mangèrent à 3 autour de la table en formica, avec les 2 bougies que Camille avait allumées dans des bougeoirs dépareillés, une bouteille de champagne qu'Antoine avait apportée et qui parut légèrement surdimensionnée dans ce contexte, puis parfaitement à sa place dès qu'ils en versèrent dans les 3 verres ordinaires. Madame Bernadette porta un toast. « À ce qui vient, » dit-elle simplement. Ils répétèrent les mots. « Burde. » Après le dîner, Madame Bernadette s'excusa tôt. « Je ne fais plus les nuits comme avant » et monta dans sa chambre. Camille et Antoine restèrent à table avec les restes du repas et la bougie qui baissait. Dehors, quelques pétards éclataient au loin avec l'enthousiasme irrégulier des fêtes de quartier.
À un moment, sans raison précise, ils se retrouvèrent tous deux à sourire de quelque chose que Madame Bernadette avait dit pendant le repas. Une histoire sur un Noël des années 90 où la dinde avait brûlé et où ils avaient mangé des pizzas surgelées en regardant la messe de minuit à la télévision. Et ce rire-là, partagé dans la petite cuisine chaude un soir de Noël, eut une qualité particulière que ni l'un ni l'autre ne chercha à définir, mais que tous les deux ressentirent avec la même précision. Peu la première ave depuis qu'il se souvenait, Antoine ne pensa pas une seule fois au groupe Morel ce soir-là. Janvier arriva avec la brutalité froide et franche que Paris réserve à ceux qui ont oublié ce que l'hiver signifie vraiment. Le verglas sur les trottoirs de Saint-Denis, le ciel blanc et bas qui absorbait la lumière avant même qu'elle n'atteigne les rues, les arbres dépouillés du boulevard de la République qui tendaient leurs branches noires vers un ciel sans réponse. Antoine traversait ses journées avec la cadence habituelle du groupe, réunions de chantier, arbitrage budgétaire, déplacements à Lyon et à Bordeaux pour les programmes en cours, mais quelque chose dans sa façon d'habiter ses journées avait changé de texture. Pas radicalement, pas de façon spectaculaire. De la façon dont change la lumière entre deux saisons, progressivement, imperceptiblement. Et puis un matin, on regarde par la fenêtre et on comprend que c'est différent sans savoir exactement depuis quand. Lefebvre le remarqua le premier. Lors d'une réunion de direction en janvier, Antoine avait demandé à son directeur commercial de reprendre sa présentation depuis le début, parce qu'il avait remarqué que les chiffres de la page 3 ne correspondaient pas aux projections du trimestre précédent, pas une erreur grave, une inconsistance mineure que la plupart des gens autour de la table n'avaient pas vue. Ce qui avait changé, ce n'était pas l'acuité. Antoine avait toujours eu l'œil pour les chiffres. C'était la façon de signaler l'erreur, sans tranchant, sans cette froideur qui coupait comme une lame et qui faisait que ses collaborateurs préparaient leur présentation avec la tension de quelqu'un qui s'attend à être jugé. Il avait dit « Reprenons depuis le début. Je pense qu'il y a quelque chose à vérifier, page 3. » C'était tout. Lefebvre l'avait regardé une seconde de trop, puis avait reporté les yeux sur son écran. La Graphica, Camille, avait réorganisé le planning de production avec une efficacité qui avait surpris l'équipe intégrée. Pas en imposant, pas en arrivant avec un plan élaboré dans un bureau séparé. Elle avait passé la première semaine à observer, à poser des questions aux opérateurs, à Renaud qui gérait la logistique depuis 12 ans et à Fatima qui coordonnait les commandes clients. Elle avait pris des notes à la main dans un carnet à couverture noire et à la fin de la semaine, elle avait réuni tout le monde autour d'une table et dit « Voilà ce que j'ai compris. Corrigez-moi là où je me trompe. » Renaud avait corrigé 2 points. Elle avait remercié, modifié ses notes et le nouveau planning était parti le lundi suivant avec les 2 modifications de Renaud intégrées. Antoine l'apprit par le rapport mensuel de la DRH, qui mentionnait une amélioration notable du climat d'équipe sur le site de Saint-Denis. Il lut cette phrase 2 fois et sourit légèrement derrière son écran. Ce fut en janvier également qu'Isabelle tenta une deuxième approche. Elle l'appela un mardi matin sur son portable personnel, pas le canal professionnel, ce qui signifiait que ce n'était pas une question de conseil d'administration. Sa voix avait le ton légèrement trop mesuré des gens qui ont préparé ce qu'ils vont dire. Elle lui parla de Margot Delacour, la fille de Bertrand Delacour, l'associé historique du groupe depuis 20 ans. Tu te souviens d'elle, Antoine? Vous vous êtes croisés au gala de la Fondation en novembre de l'année dernière. Margot venait de rentrer de New York, après 5 ans dans la finance internationale. Isabelle pensait qu'un déjeuner serait parfaitement naturel, juste pour renouer des liens professionnels, et que personne ne demande quoi que ce soit, et elle prononça les mots juste naturellement 3 fois, en moins de 2 minutes, ce qui, dans le vocabulaire d'Isabelle, signifiait précisément le contraire. Antoine l'écouta jusqu'à la fin, puis il dit « Isabelle, oui, je suis marié. » Un silence, bref, mais réel. « Je sais que tu es marié, » dit-elle, avec la légèreté forcée de quelqu'un qui essaie de rendre quelque chose de lourd moins visible. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« C'est exactement ce que tu voulais dire, » dit-il, sans dureté dans la voix.
avec simplement la netteté d'un homme qui n'a plus envie de gérer les non-dits de sa sœur comme il avait géré pendant des années les non-dits de tout le monde. Et la réponse est non. Bonne journée. Il raccrocha, posa le téléphone sur le bureau, regarda Paris par la fenêtre du 6e étage et perçut, avec une clarté qui le surprit lui-même, qu'il n'avait pas éprouvé le moindre doute en disant ces mots. Aucune hésitation, aucun calcul, aucune pesée des avantages et des inconvénients. Il était marié, c'était vrai. Et la façon dont c'était vrai avait changé depuis le matin froid de juin dans la mairie du 1er arrondissement, changé de façon progressive et irréversible, sans qu'il ait eu besoin de décider que ça changeait. Il envoya un message à Camille dans l'après-midi. « Tu es libre vendredi soir ?» Elle répondit en 2 minutes. « Oui. » Quelque chose de particulier? Il écrivit « Je voulais t'emmener quelque part, pas un grand restaurant, juste un endroit qui m'a semblé bien. » Elle répondit « D'accord, un mot, mais avec la confiance contenue d'un mot qu'on prononce quand on n'a plus besoin de protéger ses arrières. » L'endroit était un bistrot du 11e arrondissement que Lefebvre lui avait mentionné par hasard, lors d'une conversation. Une adresse de quartier, cuisine du marché, rien de compliqué. Petite salle de 15 couverts, murs en pierre apparente, une ardoise changée chaque jour selon les arrivages. Pas de carte de vins impressionnante, mais un choix de naturel sélectionné avec soin par le patron qui était aussi le cuisinier. Antoine avait réservé pour 2, simplement, sans demander la table du fond, ni préciser qu'il était PDG du groupe Morel. Camille arriva à l'heure, manteau marine, écharpe bordeaux, les joues légèrement rougies par le froid de janvier. Elle regarda le bistrot en entrant, les murs en pierre, les petites tables serrées, les couples et les groupes d'amis qui parlaient fort dans la chaleur de la salle, et quelque chose dans son visage s'ouvrit légèrement, comme il s'ouvrait toujours quand les endroits correspondaient à quelque chose de réel en elle. « C'est bien, » dit-elle simplement. Ils commandèrent ce que le patron recommandait. Une terrine de campagne pour commencer, puis une joue de bœuf braisée aux légumes d'hiver, lente et fondante, avec une purée de céleri rave qui avait cette texture soyeuse et profonde des purées faites au beurre sans compter. Le vin était un Côte-du-Rhône nature, légèrement trouble dans le verre, avec des tanins souples et une franchise aromatique qui s'accordait exactement avec la nourriture. Antoine mangea avec la même présence totale qu'il avait découverte au bistrot de Biarritz. Cette présence qui signifiait être là pour ce qui était là, sans réserver une partie de lui-même pour la prochaine réunion ou le prochain dossier. À un moment, Camille posa sa fourchette et dit, sans préambule particulier, avec sa façon habituelle d'entrer dans les sujets importants par la porte de service, « Comment tu vas, toi? Vraiment ?» Il s'arrêta. Pas parce que la question le dérangeait, parce qu'il prit le temps de la traiter sérieusement, comme elle méritait de l'être. Pas bien merci automatique, pas esquive polie. Il réfléchit genuinement. « Je vais mieux que je ne le mérite peut-être, » dit-il enfin. Elle fronça légèrement les sourcils. « Personne ne mérite ou ne mérite pas d'aller bien, » dit-elle. « Non, » admit-il. « Mauvaise formulation. Ce que je voulais dire, c'est que je m'attendais à ce que les choses soient plus difficiles. Cette année, tout ça. » Un geste vague qui englobait la table, la salle, les mois écoulés depuis juin. Et elles ne le sont pas. Pas de la façon que j'avais anticipée. Camille le regarda sans rien dire, avec cette attention directe qui ne cherchait pas à remplir les espaces vides pour les rendre confortables. « J'ai passé beaucoup d'années, » continua-t-il plus lentement, les yeux sur son verre, à construire des choses qui devaient me rendre suffisant. Suffisant pourquoi, je n'aurais pas su dire exactement. Pour mon père, peut-être, pour une idée que j'avais de ce qu'un homme de ma position devait représenter. Il releva les yeux vers elle. Et là, j'ai l'impression que quelque chose s'est allégé, pas résolu. Je ne dis pas que tout est réglé, mais allégé. Parce que tu n'es plus en train de prouver quelque chose, dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était la phrase qui complétait la sienne avec la précision d'une clé dans une serrure. « Oui, » dit-il. La joue de bœuf refroidissait légèrement dans les assiettes. Ni l'un ni l'autre ne s'en préoccupait. Il y avait dans cet instant la salle bruyante autour d'eux, les voix des autres tables, la flamme courte de la bougie entre eux, le Côte-du-Rhône trouble dans les verres.
quelque chose d'une densité particulière, le genre de moment qui ne ressemble à rien d'exceptionnel de l'extérieur et qui est précisément pour ça plus réel que la plupart des moments exceptionnels. Peu la première vez depuis des années, Antoine Morel n'avait nulle part envie d'être que là où il était. Il ne le dit pas à voix haute. Ce n'était pas nécessaire, ou peut-être pas encore le bon moment, ou peut-être que certaines vérités n'ont pas besoin d'être prononcées pour être réelles. Mais quelque chose dans la façon dont il regarda Camille ce soir-là, pas le regard d'un homme qui évalue, ou qui calcule, ou qui gère, mais le regard direct et un peu vulnérable d'un homme qui voit, quelque chose dans ce regard-là dit ce que les mots attendaient encore de dire. Elle le reçut, pas avec un sourire large ou une réponse calculée, avec ce léger mouvement des yeux qui, chez elle, signifiait que l'information était reçue, traitée, rangée avec soin dans un endroit qui comptait. Ils sortirent dans le froid de janvier, le 11e arrondissement agité et vivant autour d'eux, les cafés encore ouverts, les vélos filant sur les pistes cyclables, la lumière orange des réverbères sur le pavé humide. Ils marchèrent côte à côte jusqu'à la station de métro, sans se presser, sans remplir le silence. À l'entrée du métro, elle remonta son écharpe bordeaux et dit « Bonne nuit, Antoine ». Il répondit « Bonne nuit ». Et il y avait dans ces deux phrases ordinaires, échangées dans le froid d'un soir de janvier, une qualité de normalité gagnée, de quotidien choisi, qui valait infiniment plus que toutes les cérémonies. Février apporta avec lui une chose qu'Antoine n'avait pas anticipée. La peur. Pas la peur des chiffres, pas la peur des dossiers compliqués ou des décisions à fort enjeu. Ces peurs-là, il les avait domestiquées depuis longtemps, transformées en carburant, en précision, en rigueur. Non, c'était une peur différente dans sa texture, plus molle et plus persistante, qui s'installait dans sa poitrine, certains matins sans prévenir, et qui ressemblait à ce que ressentent les gens debout au bord d'un espace ouvert, quand le vertige n'est pas causé par la hauteur, mais par l'étendue. Il commença à en reconnaître les contours progressivement, avec la même méthode qu'il appliquait à tout, par observation, par accumulation de données. Il remarqua que les vendredis à Saint-Denis commençaient à occuper ses pensées dès le mercredi, que lors des déplacements à Lyon ou à Bordeaux, il cherchait dans les textures des rues ou des bistrots locaux quelque chose qui lui rappelait la petite cuisine en formica blanc. Que quand Camille envoyait un message, même court, même purement factuel sur un dossier de la Graphica, il le lisait 2 fois, pas pour l'information, mais pour la façon dont elle formait ses phrases, cette économie précise et directe qui lui était propre. Que le soir, dans l'appartement du 16e, le silence qui l'avait autrefois simplement accompagné lui semblait maintenant avoir une forme et un poids différents, la forme de quelque chose d'absent, le poids de quelqu'un qui n'est pas là. La peur venait de là, de comprendre que quelque chose d'important était en train de se passer en lui, et que cette chose-là, contrairement aux programmes immobiliers et au refinancement bancaire, n'avait aucune garantie, aucun contrat, aucun filet. On ne pouvait pas en faire un business plan. On ne pouvait pas en modéliser le risque, on ne pouvait pas en contrôler l'issue. Et Antoine Morel avait construit 44 ans de vie, sur le principe que les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle sont des choses qu'on évite. Il appela Marc Fontaine un mercredi soir. Marc était l'ami de toujours, architecte à Montpellier maintenant, père de 3 enfants, marié depuis 15 ans avec la même femme qu'il l'avait rencontrée quand il était encore étudiant sans le sou. Ils ne se parlaient pas souvent, 2 ou 3 fois par an, des conversations de 40 minutes qui prenaient le temps de s'installer et qui laissaient quelque chose derrière elles. Marc était le seul homme qu'Antoine connaissait qui lui parlait sans déférence et sans agenda. Il lui dit tout, ou presque tout, les choses dans l'ordre approximatif où elles s'étaient passées depuis la mairie froide de juin jusqu'au bistrot du 11e en janvier, en passant par la varanda de Biarritz, et les vendredis en formica blanc. Marc l'écouta sans l'interrompre, ce qui était sa façon. Puis il dit « Tu as peur de quoi exactement ?»« De me tromper, » dit Antoine. « Sur quoi ? Sur ce que je ressens, sur ce que ça signifie, sur si c'est réel ou si c'est juste le contexte. » Marc prit quelques secondes. Le contexte, c'est quoi ?
La proximité, la situation particulière, le fait qu'on a été mis ensemble par des circonstances et que peut-être ce que je prends pour quelque chose de réel, c'est juste quoi? Antoine ne finit pas la phrase. Antoine, dit Marc avec la patience légèrement amusée d'un homme qui connaît son interlocuteur depuis 25 ans, tu as passé 2 ans avec Lucie Verneil dans des circonstances parfaitement normales et tu n'as rien ressenti quand elle est partie. Là, tu me décris une femme à qui tu penses, le mercredi quand tu es à Lyon. Je ne pense pas que le problème soit le contexte. Le silence qui suivit fut le silence d'un homme qui entend quelque chose qu'il savait déjà et qui avait besoin de l'entendre dit par quelqu'un d'autre. « Et tu ne lui as rien dit ?» continua Marc. Ce n'était pas une question. « Non. Pourquoi ?» Antoine chercha la réponse honnête. « Parce que j'ai peur qu'elle pense que c'est le contrat qui parle. La situation. Que je confonde l'obligation avec autre chose. Et toi, tu confonds. Non. Alors dis-le lui. C'était tout. Pas de stratégie, pas de plan en plusieurs étapes, pas de protocole. Dis-le lui. Antoine raccrocha en sachant que Marc avait raison et en n'étant pas encore prêt à faire ce que Marc avait raison de lui dire de faire. Il fallut encore 3 semaines. Elles passèrent avec la lenteur particulière des périodes où on attend quelque chose qu'on n'a pas encore décidé d'aller chercher. Les vendredis continuèrent. Quiche, pot-au-feu, soupe de légumes, selon ce que Madame Bernadette avait préparé, table en formica, bouteille de rouge ordinaire, conversation qui allait de la comptabilité de la graphica aux souvenirs d'enfance, en passant par les nouvelles du quartier. Un vendredi, Camille avait apporté du travail de chez elle, des bons de commande à vérifier, et elle avait travaillé à la table pendant qu'Antoine lisait un rapport, et ils avaient passé 2 heures ainsi, côte à côte, dans le silence de 2 personnes qui n'ont pas besoin de se parler pour être ensemble. Et quelque chose dans cette banalité partagée était si précisément ce qu'Antoine avait cherché sans le savoir pendant des années, qu'il avait dû s'arrêter un instant sur cette sensation et la laisser exister sans immédiatement chercher à la comprendre. Ce fut un dimanche de fin février que les choses se dirent. Pas un vendredi prévu, pas un dîner organisé. Antoine avait traversé Paris à pied depuis le 16e, une marche de 40 minutes, dans le froid blanc du dimanche matin, les mains dans les poches, le souffle visible dans l'air froid, traversant les arrondissements avec la lenteur de quelqu'un qui a besoin de la distance du chemin pour préparer l'arrivée. Il avait marché par le canal Saint-Martin, les péniches immobiles dans l'eau sombre, les platanes dépouillés se reflétant en lignes noires sur la surface, puis le nord, les rues qui changeaient de caractère, les épiceries ouvertes le dimanche avec leurs caisses de fruits en façade, les familles rentrant de la messe, les enfants à vélo sur les trottoirs larges. Il sonna à la grille du numéro 14 sans avoir envoyé de message. Quelques secondes. Puis le bruit des pas sur le carrelage du couloir, la porte intérieure, la grille. Camille avait les cheveux lâchés. Chose rare, il les avait presque toujours vus relevés, et portait un pull gris chiné trop grand, probablement à sa mère, avec les manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Elle tenait un livre dans la main gauche, le pouce glissé entre les pages pour ne pas perdre sa place. Elle le regarda sans surprise excessive et sans question immédiate, avec simplement cette attention tranquille qui était la sienne. « Tu n'as pas prévenu, dit-elle. »« Non, dit-il. » Elle s'écarta pour le laisser entrer. Madame Bernadette était chez sa sœur pour le week-end. La maison avait ce calme différent des dimanches sans agenda, l'odeur du café de ce matin encore légèrement dans l'air, la lumière grise du ciel de février entrant par les fenêtres sans chercher à éclairer vraiment. Camille alla dans la cuisine, posa son livre sur la table à la page marquée, alluma le gaz sous la casserole de lait. Antoine s'assit à la chaise de gauche, les mains à plat sur la table, et regarda ses mains 1 seconde, comme s'il cherchait dans leur ligne la formulation correcte. « Je voulais te dire quelque chose, dit-il. » Elle ne se retourna pas du gaz. « Je t'écoute. » Il y eut un silence de 5 secondes, 10 peut-être, pendant lesquelles le lait chauffait doucement, et la lumière grise de février posait ses ombres plates sur le sol carrelé de la cuisine. « Quand j'ai dit, au dîner à Biarritz, que je m'étais marié par obligation, » il s'arrêta, reprit. « C'était vrai, ce soir-là, c'était vrai. » Camille se retourna maintenant,
s'appuya contre le plan de travail, les bras croisés légèrement, le visage attentif et ouvert. « Et maintenant » dit-elle. « Maintenant, ce n'est plus vrai. » Le lait frémissait doucement dans la casserole. Quelque part dans la rue, un enfant riait de loin. Un rire court, aigu, joyeux, qui traversa la fenêtre et disparut. Camille le regardait avec ses yeux verts foncés, sans esquiver, sans se précipiter vers une réponse. Elle lui laissait le temps de finir. « Ce que je ressens, » dit-il, avec la précision mesurée d'un homme qui tient à ne pas exagérer et à ne pas minimiser. Ce n'est pas le résultat du contrat. Ce n'est pas de la gratitude ou de la proximité ou de la culpabilité de Biarritz. Je voulais que tu le saches parce que tu mérites de savoir exactement où j'en suis. Et où j'en suis, c'est que je choisis d'être là. Pas parce que je le dois, parce que je le veux. » Le lait déborda légèrement sur le bord de la casserole avant que Camille ne se retourne pour baisser le gaz. Un geste précis, mécanique, les mains qui savent quoi faire pendant que la tête est ailleurs. Elle éteignit le feu, posa la casserole sur la plaque froide et resta dos à lui quelques secondes. Pas longtemps, mais suffisamment pour qu'il comprenne qu'elle avait besoin de ce dos tourné comme on a besoin d'un mur pour s'appuyer quand quelque chose de lourd vient de changer de forme. Quand elle se retourna, ses yeux étaient brillants. Pas de larmes qui coulaient, juste ce briller particulier des yeux de quelqu'un qui retient quelque chose de précis parce qu'il ne veut pas confondre la vitesse de l'émotion avec la vérité de ce qu'il pense. « Je t'entends », dit-elle. « Pas je t'aime aussi. Pas enfin. » Pas de réponse symétrique qui aurait rendu la scène plus simple et moins réelle. « Je t'entends », 3 mots qui signifiaient « ce que tu viens de dire matin, je le reçois sérieusement et je ne vais pas te répondre plus vite que je ne le pense. » Antoine hocha la tête une fois. Il n'attendait pas de symétrie immédiate. Il avait dit ce qu'il avait dit parce que c'était vrai et parce qu'elle méritait la vérité, pas parce qu'il en espérait une récompense instantanée. Cette distinction-là, il l'avait apprise dans cette cuisine, au fil des vendredis, à observer une femme qui ne faisait jamais rien pour les faits, mais toujours pour la substance. Elle s'assit en face de lui, le lait froid dans la casserole, les 2 tasses vides sur la table, la lumière grise de février qui ne cherchait toujours pas à être autre chose que ce qu'elle était. « Depuis Biarritz, » dit-elle lentement, les yeux sur ses mains posées sur la table, « j'ai essayé de ne pas me laisser aller à penser certaines choses, un temps, parce que la situation était ce qu'elle était, parce que j'avais signé des papiers pour une raison précise et que cette raison n'avait rien à voir avec les sentiments. » Elle releva les yeux vers lui. « Et parce que j'ai appris assez tôt que les choses qu'on veut vraiment sont exactement celles qui coûtent le plus cher quand elles disparaissent. »« Oui, » dit-il. « Alors j'ai été prudente. » Elle dit ça sans s'en excuser, avec simplement la franchise de quelqu'un qui nomme ce qu'il a fait. Pas froide, prudente. « Je sais, » dit-il, « et tu avais raison de l'être. » Elle le regarda avec une légère surprise. Pas qu'il le dise, mais la façon dont il le disait, sans amertume ni impatience, avec simplement la reconnaissance tranquille d'un homme qui comprend que la prudence de quelqu'un qui a été blessé n'est pas un obstacle, mais une forme de respect envers soi-même. « Ce que je sais, dit-elle plus doucement, c'est que les vendredis sont devenus la chose de la semaine que j'attendais le plus, et que quand tu n'es pas là, la cuisine est différente. » Elle fit une légère pause, pas vide, juste différente. Ce n'était pas une déclaration au sens classique du terme, c'était quelque chose de plus intime que ça. L'aveu d'une présence devenue nécessaire, dit avec la même économie de mots qu'elle apportait à tout ce qui comptait vraiment. Antoine le reçut avec la même qualité d'attention qu'elle lui avait apprise, sans le vouloir, au fil des mois, par l'exemple répété de quelqu'un qui sait écouter parce qu'il a longtemps eu besoin d'être écouté sans l'être. Ils restèrent à cette table un long moment. Le dimanche gris de février posé sur la maison, comme une couverture douce, sans urgence ni agenda. Ils préparèrent le café ensemble. Elle versa le lait froid dans une nouvelle casserole. Il trouva les tasses dans le placard du haut, parce qu'il savait désormais où elles étaient. Geste simple et domestique qui contenait en lui-même 6 mois de vendredi. Ils burent en parlant de choses ordinaires, un problème de livraison à la Graphica, les travaux de voirie interminables devant le numéro 14, un livre que Madame Bernadette voulait offrir à son amie pour son anniversaire et dont elle n'arrivait pas à retrouver le titre exact.
Ces choses ordinaires avaient ce matin-là une densité particulière, la densité des choses simples qu'on partage quand on a décidé de les partager vraiment. Les semaines qui suivirent eurent cette qualité nouvelle des choses dites et reconnues. Rien ne changea de façon dramatique dans leur quotidien. Les vendredis restèrent des vendredis, la table en formica resta la table en formica. Madame Bernadette continua de préparer des plats simples et réels avec ses mains de femme qui a travaillé 10 heures par jour pendant 22 ans et qui sait exactement ce que nourrir quelqu'un signifie. Mais il y avait dans tout cela maintenant une légèreté nouvelle, quelque chose d'assumé et de choisi qui rendait les mêmes gestes différents, comme la différence entre marcher dans un couloir qu'on traverse parce qu'il le faut et marcher dans un couloir qu'on a choisi. Antoine commença à parler à Camille de ses projets, pas les projets du groupe Morel. Ceux-là, ils en discutaient déjà avec la précision de 2 personnes dont les champs professionnels se touchent. Les autres projets, les moins formulés, ceux qui existent à la limite de l'intention et du désir. Il lui parla d'un programme de logement qu'il voulait développer différemment, pas avec la logique du rendement maximum, mais avec celle de l'usage réel. Des immeubles qui ressemblent à des endroits où les gens veulent vivre, avec des cours intérieures et des espaces communs, et des matériaux qui vieillissent bien. Elle l'écouta, posa des questions précises, et à un moment dit « La Graphica pourrait faire les signalétiques intérieures. On a les machines pour ça. » Il s'arrêta, la regarda, rit. Le vrai rire, celui du bistrot de Biarritz, celui du réveillon de Noël. Elle sourit avec le coin gauche de la bouche. Un soir de mars, ils marchèrent le long du canal Saint-Denis après le dîner, le froid enfin moins tranchant, l'air ayant cette qualité légèrement promissive des soirées qui annoncent le printemps sans le garantir encore. Les lumières des réverbères se reflétaient en colonnes orangées dans l'eau noire du canal, quelques pêcheurs de nuit installés sur les berges avec leur patience silencieuse, une péniche amarrée dont les hublots éclairés trahissaient une vie intérieure chaude et close. Ils marchaient côte à côte, pas serrés, pas distants, avec la proximité naturelle de 2 personnes qui ont appris l'espace de l'autre. Camille s'arrêta devant un graffiti sur le mur de pierre du canal, une phrase peinte en lettres bleues irrégulières, fanées par les hivers. « Ce qui dure, c'est ce qu'on choisit. » Elle le regarda quelques secondes sans rien dire. Antoine s'arrêta à côté d'elle, lut la phrase, la laissa exister. « C'est vrai, dit-il. »« Oui, dit-elle. » Ils reprirent la marche. À un moment, sans que ni l'un ni l'autre ne le décident vraiment, leurs mains se rapprochèrent, se frôlèrent, et il prit la sienne. Pas avec emphase, pas comme un geste chargé de symboles, mais avec la simplicité d'un homme qui tend la main vers quelque chose de réel parce qu'il est là et qu'il veut y être. Elle laissa sa main dans la sienne, et ils continuèrent de marcher le long du canal, dans le froid doux de mars, les reflets orangés sur l'eau, les péniches silencieuses, la ville autour d'eux avec tout son bruit et sa densité vivante. 7 mains dans la sienne, c'était tout. Le printemps installa ses premières lumières sur Paris, avec la discrétion habituelle, des choses qui changent quand on ne regarde pas directement. Un matin on sort, et l'air a une qualité différente. Les arbres du boulevard de la République ont des bourgeons verts pâles sur leurs branches noires. Les terrasses des cafés remettent leurs chaises dehors, avec l'optimisme légèrement prématuré de ceux qui n'attendent pas la confirmation météorologique. Madame Bernadette planta des graines dans les bacs de sa jardinière en béton, des basiliques et des tomates cerises, avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait que la patience est une forme d'espoir. Antoine l'aida un samedi matin à déplacer les bacs vers l'endroit le mieux exposé au soleil, et elle lui expliqua quelle plante a besoin de quoi, et il écouta avec le même soin qu'il mettait à écouter les choses qui comptaient. Il y eut une réunion du conseil d'administration en avril où Isabelle, pour la première fois, ne fit aucune remarque sur la situation matrimoniale de son frère. Elle vota pour le programme de logements expérimental qu'il présentait, pas avec enthousiasme, mais avec la réserve honnête d'une actionnaire qui reconnaît une bonne idée même quand elle vient de là où elle ne l'attendait pas. Après la réunion, dans le couloir, elle s'arrêta à côté de lui et dit, sans regarder directement, « Elle t'a changé. » Antoine répondit sans hésiter, « J'ai choisi de changer. »
Isabelle hocha la tête une fois, lèvres serrées, puis repartit vers son bureau. Ce n'était pas une réconciliation éclatante, c'était mieux que ça, c'était réel. Un dimanche d'avril, ils allèrent tous les trois au marché de Saint-Denis, Madame Bernadette, Camille et Antoine, avec des sacs en toile et la liste des courses que Madame Bernadette tenait dans sa tête, sans jamais avoir besoin de l'écrire. Le marché était bruyant, vivant, dense, les étals de légumes de saison côtoyant les fromagers et les boulangers, les voix des marchands appelant leur prix, les enfants courant entre les jambes des adultes, l'odeur mêlée de pain chaud et de terre fraîche et de fleurs coupées. Antoine suivit les deux femmes entre les allées avec ses sacs en toile, choisit les légumes qu'on lui indiquait, paya le fromager qui emballa la mimolette dans du papier kraft avec des gestes précis et anciens. À un stand de fleurs, Madame Bernadette s'arrêta devant des anémones violettes et dit à personne en particulier, avec la voix de quelqu'un qui pense à voix haute, « Ton père les aimait, ces fleurs. » Camille prit un bouquet sans hésiter, le paya, le donna à sa mère. Madame Bernadette le prit avec les deux mains et le regarda quelques secondes. Pas avec tristesse, avec cette façon qu'ont les gens qui ont traversé beaucoup de choses de porter les souvenirs douloureux avec douceur, sans les nier ni s'y noyer. Antoine les observa toutes les deux, les anémones violettes dans les mains de Madame Bernadette, la lumière d'avril sur le marché, le bruit vivant et ordinaire autour d'eux. Et là, dans ce marché de Saint-Denis, un dimanche matin de printemps, avec ses sacs en toile et ses chaussures ordinaires sur le pavé mouillé par l'arrosage matinal des stands, Antoine Morel comprit ce qu'il n'avait pas su nommer depuis des mois. Pas une révélation fracassante, pas un tremblement de terre intérieur, mais quelque chose de plus calme et de plus définitif, comme la reconnaissance d'une chose qu'on sait depuis longtemps et à laquelle on vient enfin de donner son vrai nom. Ce n'était pas le groupe Morel. Ce n'étaient pas les 85 millions d'euros de chiffre d'affaires, ni les 260 mètres carrés du 16e arrondissement, ni les dîners d'affaires, ni les terrasses avec vue sur la tour Eiffel. C'était ça, ce marché, ces sacs en toile, ces anémones violettes, cette femme avec son pull trop grand et ses mains qui savaient tenir quelque chose de fragile sans le briser. C'était le Formica blanc, la quiche du vendredi, le canal Saint-Denis la nuit, une main prise dans la sienne sans cérémonie. C'était être quelque part et vouloir y être. C'était présence, c'était choix, c'était, pour la première fois en 44 ans de vie construite sur des fondations solides et des murs épais et des distances soigneusement mesurées, quelque chose qui ressemblait à un chez-soi. Et dans ce marché de Saint-Denis, sous le ciel d'avril enfin décidé à être bleu, Camille se retourna vers lui et dit simplement, avec ses yeux verts foncés et le bouquet d'anémones violettes entre elles deux, « Tu restes déjeuner ?» Il répondit sans chercher, sans calculer, sans peser quoi que ce soit. « Oui, un mot, c'était tout ce qu'il fallait. »